Le savoureux poivre du Penja du Cameroun, l'exceptionnel café Robusta Ziama de Guinée ou encore le recherché oignon violet de Galmi du Niger ont tous un point en commun. Ces produits font partie des 8 premières indications géographiques locales protégées de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est le moment de rencontrer à Yaoundé son directeur général, Denis Bouhoussou. Il a expliqué à notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Mounchili, pourquoi la propriété intellectuelle était un accélérateur de développement. Denis Bouhoussou, bonjour. L'accord de libre-échange continental africain est en cours d'application progressive. Quel impact sur la protection de la propriété intellectuelle en Afrique? Merci de me poser cette question. En effet, l'accord de libre-échange continental est un outil très important pour le développement du commerce intra-africain. Et le lien avec la propriété intellectuelle est plus qu'évident, puisque les produits qui sont appelés à circuler entre les États africains seront des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle. C'est par exemple le cas d'une marque d'un pays membre de l'OAPI qui va aller dans un autre pays, et donc cela fait appel à tous ces mécanismes de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle l'OAPI s'attelle à accompagner les États membres à utiliser au mieux le système de la propriété intellectuelle pour accroître ce commerce intra-africain. Alors, cet appui de l'OAPI se traduit de différentes formes. D'abord, la mise en place des règles concernant la propriété intellectuelle. C'est par exemple le cas de la négociation sur le protocole de la propriété intellectuelle. Comment faire en sorte que ces nouvelles règles de propriété intellectuelle qu'on va mettre en place ne constituent pas un obstacle au commerce intra-africain, mais plutôt un levain pour ce commerce-là. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de votre organisation en termes de nouvelles prises de conscience par les acteurs économiques du rôle de la propriété intellectuelle? La mission principale de l'OAPI, justement, c'est de favoriser le système de la propriété intellectuelle comme un outil de développement. Et à cet égard, on peut dire qu'on a encore une marge de progression dans la mesure où, lorsque nous regardons les chiffres globaux, ce sont des chiffres qui sont certes intéressants, mais il y a une marge de progression. Pour illustrer mes propos, il faut dire que globalement, si nous prenons la zone OAPI, nous avons moins de 100 titres de propriété industrielle par million d'habitants, alors que d'autres continents sont à plusieurs milliers de titres de propriété intellectuelle par million d'habitants. Et donc, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits, mais nous pensons que ces dernières années, il y a eu une tendance positive en termes d'accroissement de niveau de dépôt par les ressortissants des États membres de l'OAPI. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place un certain nombre d'incitations, telles que les subventions pour le paiement des taxes, telles que l'abréviation des délais de délivrance des titres pour encourager nos compatriotes à utiliser davantage le système. Que voudriez-vous encore améliorer? Disons que l'essentiel pour l'OAPI, c'est que l'OAPI puisse accomplir les missions qui sont les siennes, à savoir favoriser l'utilisation optimale de la propriété intellectuelle par les ressortissants de ces États membres. Et donc, à cet égard, un certain nombre de réformes sont en cours, réformes qui découlent de son plan stratégique sur 5 ans, qui consiste à non seulement moderniser l'outil d'accompagnement en termes de support, qui consiste également à renforcer les capacités des acteurs du domaine. Et à terme, pour nous, c'est non seulement améliorer nos statistiques qui sont bonnes, mais qu'on peut toujours améliorer, mais surtout amener les États membres à utiliser les outils de propriété intellectuelle comme outils d'accompagnement du développement.
On peut citer, entre autres, les questions de l'appropriation des technologies, où il faut encourager nos innovateurs à déposer beaucoup plus de brevets. C'est aussi la question de l'utilisation des ressources offertes par le système de la propriété intellectuelle, telles que l'information technologique qui n'est pas encore suffisamment utilisée pour créer des valeurs. Et je terminerai sur un autre point qui est aussi la création de valeur ajoutée pour nos produits agricoles à travers, par exemple, des systèmes d'indication géographique ou de marques collectives pour lesquelles l'OAPI a acquis une certaine expérience dans l'accompagnement des États membres. Parlant justement des indications géographiques, en quoi constituent-elles une opportunité pour les États aujourd'hui? Les indications géographiques, pour nous, constituent une opportunité pour le continent africain et pour les États membres de l'OAPI en particulier, dans la mesure où nos pays regorgent de produits agricoles ou de produits de l'artisanat qui sont de qualité, qualité qui est liée quelquefois à la nature de notre climat, mais aussi au savoir-faire des populations. Et donc, de ce point de vue-là, les indications géographiques constituent un outil par excellence pour créer de la valeur ajoutée dans le monde agricole. Et c'est pour ça que l'OAPI, depuis quelques années, accompagne les États membres à travers la mise en place des indications géographiques. À ce jour, nous avons 8 indications géographiques locales qui sont protégées et même quelquefois à l'extérieur du continent africain. Et l'expérience a montré que ces produits ont acquis une certaine valeur marchande grâce au système des indications géographiques. On peut citer, nous sommes au Cameroun, un produit qui se vend très bien à l'extérieur, qui est le poivre de Penja, mais nous avons aussi d'autres produits en dehors du Cameroun. On a le café Ziama de Guinée, l'ananas pain de sucre du Bénin. On a d'autres produits qui sont passés en indication géographique, comme les violets de Galmi, c'est des oignons du Niger. Et donc pour nous, les indications géographiques constituent une opportunité justement dans le cadre de ce commerce intra-africain. L'Afrique a 2 systèmes régionaux de brevets. L'OAPI pour les pays francophones et ARIPO pour les pays anglophones. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Il faut dire qu'en Afrique, nous connaissons plusieurs systèmes de propriété intellectuelle, mais les offices régionaux sont au nombre de 2, à savoir l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui regroupe 17 États, essentiellement francophones, et nous avons l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle, autrement dit ARIPO, qui regroupe une vingtaine d'États, essentiellement de langue anglophone, des pays anglophones. Alors, ces 2 systèmes de propriété intellectuelle cohabitent de façon harmonieuse. Et pour comprendre ce fonctionnement, il faut dire que le système de la propriété intellectuelle est territorial. Donc chaque territoire ou chaque groupe de territoires peut avoir son office pour rendre les services en matière de propriété intellectuelle. Et le plus important, c'est la compatibilité entre les 2 systèmes. Et en ce qui concerne de façon spécifique nos rapports avec l'ARIPO, nous sommes 2 systèmes complémentaires qui travaillent en toute harmonie et de sorte que un déposant qui veut avoir un titre de propriété intellectuelle à l'ARIPO peut très bien s'adresser à l'OAPI et l'OAPI fait les formalités lui permettant d'être protégé et vice-versa. Mais nous travaillons davantage à renforcer cette cohésion, notamment dans le cadre d'une sorte de reconnaissance mutuelle des actes que chaque office délivre, de telle sorte que l'usager n'ait pas à sentir la différence de système. Récemment, Google a signé un accord avec 300 médias européens s'engageant à verser des droits voisins. À quand le tour de l'Afrique de négocier avec les plateformes des GAFA?
Il faut dire que la question des droits d'auteur et par-delà des droits voisins est une question très importante pour l'Afrique, puisque dans le domaine de la création musicale et de façon des industries culturelles, l'Afrique regorge beaucoup de talents qui malheureusement ne récoltent pas toute la reconnaissance économique liée à ce talent. Et le fait que les grands groupes, comme vous les avez cités, les GAFA, signent des accords pour payer des droits voisins, soit quelque chose à saluer. Il faut dire en passant que les droits voisins, ce sont des droits qui sont reconnus à tout ce qu'on peut appeler les intermédiaires, les auxiliaires de la création, qui peuvent être des artistes-interprètes, des producteurs et autres. Et de ce point de vue, l'action de l'OAPI consiste à capaciter les organismes de gestion collective qui sont chargés dans les États membres pour collecter ces droits. À titre d'illustration, nous avons fait il y a quelques semaines un atelier avec l'ensemble des organismes de gestion collective avec un partenaire, de sorte à pouvoir utiliser les nouveaux outils numériques pour collecter les droits d'auteur. D'un autre côté, nous avons depuis 2 ans instauré un diplôme de gestion collective qui permet à nos États de disposer des agents outillés pour aller négocier ce genre d'accord avec les GAFA. L'OAPI, en tant qu'office, n'a pas cette capacité de négocier pour l'ensemble des États, sauf si les États lui donnent mandat dans ce domaine, puisque en matière de gestion collective, ce sont les bureaux de droit d'auteur au niveau national qui ont pour mission de négocier cela. Mais c'est une piste que ces bureaux doivent suivre, c'est pour ça que nous les capacitons. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord, par exemple, un test d'harmonisation africain? Il faut dire que la question de l'harmonisation des tests se pose dans une moindre mesure, puisque pour ce qui concerne les États membres de l'OAPI, nous avons un test commun qui est l'annexe 7, de sorte qu'un pays qui n'a pas de loi nationale peut toujours s'appuyer sur les dispositions de l'OAPI pour protéger ses auteurs et ses artistes. En revanche, là où on a des difficultés, c'est en termes de collecte des droits, à savoir en termes de gestion collective. Or, dans ce domaine, les organismes de gestion collective de nos États membres ne sont pas pour l'instant suffisamment outillés pour utiliser les nouveaux outils de collecte des droits. Parce que si vous voulez, pour être plus simple, si vous voulez collecter des droits, il faut pouvoir identifier qu'une œuvre a été jouée quelque part. Et donc, il faut avoir les outils d'identification. C'est le préalable. Donc, vous ne pouvez pas aller vers des GAFA si vous ne savez pas quel est votre portefeuille, quel est votre répertoire qui est utilisé par ces GAFA. Et donc, le préalable, c'est cette capacitation des organismes de gestion collective à pouvoir ne serait-ce que identifier leur répertoire qui est utilisé au niveau mondial. Comment voyez-vous la protection intellectuelle face à ces nouvelles technologies que sont le big data, le blockchain, l'intelligence artificielle, le cloud, la réalité augmentée et j'en oublie? Et disons, les nouvelles technologies de l'information ont toujours constitué, disons, un souci d'interrogation lorsqu'on se retrouve en matière de propriété intellectuelle. Mais il faut dire que ces nouveaux outils constituent une opportunité justement pour le système de la propriété intellectuelle, dans la mesure où on peut considérer 2 aspects de la chose. En tant que créateur de contenu, en tant que producteur d'œuvres intellectuelles, cela peut être une opportunité pour atteindre beaucoup plus de marchés, beaucoup plus de population. La question qui se pose, est-ce que dans un tel environnement, nos créateurs seront suffisamment protégés? Et c'est en cela que des interrogations peuvent naître. Mais le plus important, c'est comment tirer parti de ces nouvelles technologies pour accroître les droits de nos créateurs. On a parlé tout à l'heure des droits voisins, des droits d'auteur. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies
permettent, pour ne citer qu'un exemple, d'identifier une œuvre qui a été jouée au fin fond de la planète. Et ces nouvelles technologies permettent de retracer et d'aller collecter les droits qui sont liés. Pour cela, il faut qu'il y ait un encadrement juridique qui dépend beaucoup plus de la capacité des États à négocier avec les utilisateurs, sinon les promoteurs de ces nouvelles technologies.